Bonjour, merci d'être avec nous et c'est parti pour ce nouveau numéro de CQFD, l'émission qui vous simplifie la vie patrimoniale. Au sommaire de ce mois d'avril, on cherchera à comprendre pourquoi les Français sont toujours aussi rétifs, récalcitrants à investir leur épargne en bourse. On vous dira également comment investir dans l'immobilier commercial en dehors de France, car vous le verrez, il y a des opportunités en dehors de nos frontières, notamment en Allemagne. Et puis nous vous parlerons de cette baisse d'impôts passée relativement inaperçue et qui concerne les contribuables français non résidents, mais d'abord le JT de CQFD. Et on démarre ce JT avec l'arrivée du printemps qui rime comme chaque année avec la traditionnelle déclaration de revenus, mais peut-être plus pour très longtemps, Émilie. Oui, effectivement, votre déclaration ne devrait pas tarder à arriver, ça devrait être courant même, et cette année, elle pourrait bien être collector, devenant votre dernière déclaration. C'est ce qu'a laissé entendre Gérald Darmanin en mars, indiquant vouloir y mettre fin dès l'année prochaine, ce qui serait selon lui une suite logique au prélèvement à la source. Alors face à la levée de bouclier des syndicats, Bercy a semblé un petit peu rétropédalé, indiquant que pour l'instant, la déclaration restait obligatoire. Le ministre du Budget lui-même a nuancé ses propos quelques jours plus tard devant l'Assemblée. Cette mesure ne concernera que les contribuables dont la situation fiscale n'a pas changé. En revanche, si la vie change, il faudra continuer à déclarer ses revenus pour que l'impôt s'adapte. Une allusion en fait aux déclarations de crédit d'impôt, de revenus exceptionnels ou encore de revenus des travailleurs indépendants. Autre changement de taille, Émilie, la taxe d'habitation qui sera bel et bien supprimée d'ici 2022. Et oui, c'était une promesse d'Emmanuel Macron en début de quinquennat, supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français, même les plus aisés. Mais voilà, depuis, le mouvement des Gilets jaunes est passé par là avec son lot de revendications en faveur de plus de justice fiscale. Du coup, en janvier, les maires avaient appelé le gouvernement à clarifier sa position pour les 20% des Français les plus aisés. Et bien finalement, tout le monde sera exonéré d'ici la fin du quinquennat. C'est ce qu'a indiqué Gérald Darmanin début avril à l'Assemblée lors du débat sur le grand débat. Une suppression qui ne concernera que les résidences principales, pas les résidences secondaires, et qui devrait s'inscrire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Allez Émilie, on termine avec cette question. Comment investissent les riches en France? Est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations que le reste des ménages? L'association du Family Office nous livre quelques indices. Et oui, la FFO vient de publier son baromètre annuel en partenariat avec Opinionway. L'idée, c'est d'interroger les Family Office qui conseillent les familles les plus fortunées pour savoir comment elles gèrent leur patrimoine. Alors, grosse surprise en 2018, c'est le private equity qui a la cote. L'immobilier, lui, est un petit peu en baisse par rapport à l'an dernier, tandis que les actions cotées sont en net repli. L'assurance vie, elle, reste stable. Et puis, comme l'année dernière, c'est un profil équilibré qui se trouve surreprésenté. Dit autrement, il s'agit avant tout d'une clientèle qui recherche de la performance en prenant des risques modérés, une tendance qui devrait continuer en 2019. Allez, merci Émilie pour ces infos. À bientôt. Pourquoi les Français boudent-ils la bourse? On en parle avec Laurent Durin. Bonjour. Bonjour David. Directeur général adjoint chez Claresco Finance. Il y a ce sondage Odoxa quand même qui laisse pantois et qui en dit long sur l'état d'esprit des Français à l'égard de la bourse. Moins de 20% des Français se disent prêts justement à acheter des actions. Ça nous dit quoi? Que les Français préfèrent l'immobilier, mais ça finalement on le savait depuis toujours. Et puis c'est pas un mauvais choix sur 20 ans d'ailleurs l'immobilier, soit en passant. C'est pas un mauvais choix l'immobilier sur 20 ans. En revanche, le marché des actions a été plus performant que l'ensemble des classes d'actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit les obligations et bien sûr l'épargne de précaution. Donc c'est un désamour depuis de nombreuses années dû à une aversion au risque très forte de la part des ménages français. Ouais. Après c'est vrai que le moment où on pose la question aux Français, fin 2018, n'aide pas. Le CAC 40 a perdu 11%. On se dit que si la question était posée un an avant, peut-être qu'on aurait eu une réponse un peu différente, pas tant que ça non plus. C'est vrai, à court terme, quand on regarde sur les 3 derniers mois, le CAC perd 11%. Dividende réinvesti, il n'en perd que 9. J'aime bien toujours le rappeler. En revanche, depuis le début d'année, le CAC 40, ce même CAC 40, a rebondi de manière extrêmement violente puisqu'il a pris près de 15%. Donc, à court terme, on joue un aspect spéculatif et on peut jouer à se faire peur. En revanche, c'est un investissement, quoi qu'il arrive, de long terme, les marchés boursiers. Ouais. Et ça revient d'ailleurs, on dit la même chose là, mais l'argument qui ressort en premier quand on interroge les Français, c'est cette peur de perdre de l'argent qui est réelle à court terme. Sur un trimestre, on peut se prendre moins 15. C'est une réalité. Ils ont raison, les Français. Mais dans la durée, vous venez de le rappeler, au travers des chiffres. Il faut prendre en compte d'ailleurs aussi le dividende, parce qu'on pense aux plus-values, aux moins-values sur les actions. Mais tous les ans, quasiment toutes les entreprises versent des dividendes
et ça vient booster le rendement global, c'est ça? C'est encore une bonne chose. C'est un peu, quand on fait un comparatif à l'immobilier, bien souvent, les épargnants français comparent l'immobilier au placement boursier. C'est comme si j'achetais un bien immobilier que je mettrais en location finalement pendant 20 ans et que je dis, finalement, je ne vais pas percevoir les loyers de ce bien immobilier. Donc, je vais juste regarder la valorisation de ce bien au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. En revanche, ce n'est pas la réalité. On a des loyers et sur le marché des actions, on est actionnaire d'une société. Cette société génère des résultats et ces résultats, ils sont resservis en dividendes qui se situent aujourd'hui en moyenne entre 3 et 5-6% globalement chaque année. Sur le CAC 40, on est plutôt en moyenne sur le CAC 40 à 3,5%. 3,5% à peu près. Alors, quand on pose la question encore une fois aux Français, pour 70% d'entre eux, on a beau leur dire ce qu'on vient de dire là, leur réponse spontanément c'est de dire non, la bourse n'offre pas les meilleurs rendements, notamment face à d'autres placements. Et là, on se dit que quand on regarde froidement les chiffres, on les a rappelés, mais on va voir un graphe là-dessus. Les chiffres, la courbe est claire, en tout cas, on voit bien que depuis sa création sur le CAC 40, je vous laisse la commenter, on est au plus haut, notamment quand on prend en compte la courbe grise des dividendes réinvestis. Tout à fait. Alors moi, j'aime beaucoup ce graphique-là parce qu'il sert de rappel. C'est vrai que… Ça commence en 1987. Le 31 décembre 1987, création du CAC 40 à 1000 points. Aujourd'hui, ce même CAC 40, à vendredi soir, était à 5476 points exactement, je suis très précis. Le fait est, c'est qu'on oublie de regarder pendant cette période bien souvent les dividendes que ça a servi, puisqu'aujourd'hui, ce même CAC 40 est en réalité à plus de 11 000 points, c'est-à-dire plus de 1000% gagnés sur les marchés actions depuis la création du CAC 40. En cumulé. Et le CAC 40, dividendes non réinvestis, c'est seulement 446%. C'est plus du double quand on prend en compte les dividendes réinvestis. Bien sûr. Et puis, c'est une autre aberration de marché, c'est que quand on regarde, ne serait-ce qu'en Europe, deux marchés, le marché allemand et le marché français, le marché allemand, qui est le DAX, lui est calculé dividendes réinvestis, alors que le marché français, le CAC 40, est calculé dividendes non réinvestis. C'est vrai qu'on réfléchit toujours, on prend le CAC 40 en exemple, mais c'est vrai qu'il faudrait le recalculer. On se demande d'ailleurs pourquoi ce n'est pas fait. Avec les dividendes réinvestis. Par contre, là où les Français, on tord le cou clairement à cette idée reçue que la bourse n'est pas plus performante dans la durée, on le voit bien. Et après, évidemment, tout ne se vaut pas. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième graphe qu'on va voir. Il y a des actions qui font du surplace sur 20 ans, sur 10 ans, d'autres qui montent beaucoup, d'autres qui baissent. Voilà. Il ne faut pas se louper non plus sur le choix. La diversification, les secteurs qu'on va choisir, les zones géographiques que l'on va sélectionner également. Bien souvent, là, on est sur 10 ans. Là, on est sur 10 ans. Et là, on est sur 10 ans et j'aime également énormément ce graphique puisqu'il permet de pouvoir comparer donc, des indices boursiers, mais également des valeurs de manière intrinsèque. En fait, quand on regarde simplement donc, le CAC 40 sur les 10 dernières années, on voit que celui-ci, il a progressé de 85%. Ah, quand même. Tout de même, 85%. Alors, parce qu'en fait, la courbe a l'air assez plate, mais d'accord, il faudrait… Et les 80, justement, la courbe est plate parce que, en relatif, une valeur qui est dans le CAC 40, qui est LVMH, sur la même période, a généré une performance de plus de 600%. Ouais. Et quand on regarde le Dow Jones ou le Nasdaq, aux États-Unis, eh bien, le Nasdaq fait plus de 400%, près de 500% de performance, alors que le Dow Jones, près de 230%. Là, en fait, et le résumé, c'est que quand un épargnant français, il y avait à peu près 13% des épargnants qui avaient un portefeuille titre en 2008, aujourd'hui, ils ne sont plus que 6%, donc divisé par 2. En fait, boursicoter, ce que j'appelle boursicoter, aller sélectionner une valeur ou alors faire une privatisation, c'est un petit peu d'actualité dans le contexte actuel, c'est pas ça, faire effectivement et investir son épargne sur les marchés boursiers. Les marchés boursiers, c'est de la gestion collective pour moi, c'est de la diversification, c'est un nombre de lignes suffisant et le chemin de performance qu'on va réaliser avec cette diversification sera beaucoup plus linéaire que si je prends une seule valeur sur laquelle je fais un pari. Évidemment, on le voit bien sur les valeurs du graphique et on voit bien l'écart de performance aussi entre les marchés français et les marchés américains, entre une valeur d'action comme Société Générale qui est en baisse pour le coup sur 10 ans et LVMH qui pour le coup fait 600%. Voilà, c'est un métier. Une Société Générale qui fait moins 17%, mais en relatif aujourd'hui cette valeur-là n'est pas très chère. Elle a un multiple de résultats dans ce qu'on appelle un PER qui se situe aux alentours de 8 et donc sert des dividendes qui sont extrêmement élevés aujourd'hui. Parce que le cours de l'action est bas. Le cours de l'action est très bas. La question c'est est-ce que je dois y aller aujourd'hui compte tenu du contexte macroéconomique ou non, les taux d'intérêt excessivement bas aujourd'hui ne nous amènent pas à aller sur ce secteur actuellement. L'enseignement en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la bourse et on essaie de démystifier certaines avec des graphiques, chiffres à la clé. Voilà, merci pour ces explications. Signé Laurent Durin. Merci David. Comment investir en dehors de nos frontières? On voit ça avec vous, Grégory. Bonjour. Bonjour, David. Alors, on parle évidemment d'immobilier pour celles et ceux qui voudraient diversifier leur patrimoine immobilier en sortant de France, investir à l'étranger. La SCPI
c'est une solution? Parce qu'on se dit que déjà en France, quand on va acheter l'immobilier commercial, tout seul, c'est pas facile, mais à l'étranger, c'est encore pire. Hein. Investir en immobilier tertiaire, c'est toujours une difficulté pour un particulier. Et effectivement, la SCPI, c'est le bon moyen de dédier à une société de gestion spécialisée ses investissements sur certaines classes d'actifs en France et bien évidemment encore plus en Europe. Ouais. Alors, on se dit quoi? Parce que là, on parle de SCPI investis dans des commerces, dans des bureaux, dans des résidences serviles, parfois aussi un peu dans du résidentiel. L'objectif, c'est quand même de diversifier donc, par rapport à sa résidence principale, donc pas rester sur du résidentiel. On fait quoi? Il y a des pays d'Europe vraiment particuliers où il vaut mieux aller, où il y a plus d'opportunités que d'autres? Alors déjà, c'est l'ADN même de la SCPI que de diversifier. Il y a une diversification sectorielle, une diversification locative, et puis à présent, la possibilité de diversifier sur des pays. Au niveau du marché des SCPI 2018, c'est-à-dire plus de 6,3 milliards d'euros de collecte et d'investissement, près de 33% de cette collecte a été déployée sur des territoires européens. Mais la classification, c'est quoi, Grégory? C'est des pays ou d'abord des secteurs où on se dit on va plus dans l'éducation, dans la santé, dans le commerce, et après on cherche un pays, ou au contraire on part, on dit tiens, l'Allemagne c'est un pays qui est, voilà, c'est un gros pays, et après on cherche les secteurs? Alors ça va toujours dépendre des convictions du gérant. Il peut y avoir des SCPI thématiques sur le bureau, la santé, le commerce. Il peut y avoir des SCPI qui veulent rendre le maximum de valeur aux épargnants. Donc là, il n'y a pas de réponse a priori. En revanche, pour moi, il y a des points forts sur certains marchés, sur certains pays. Aujourd'hui, je ne vois pas... Ceux qui sont en rouge? Alors exactement. Et déjà parce que les pays qui sont en rouge permettent d'avoir une diversification, mais pas de risque de change sur la monnaie. Et ça, c'est intéressant de se dire, on prend un risque immobilier, on ne prend pas un risque de monnaie. Pour revenir sur les secteurs, le marché de l'Île-de-France, qui est le marché le plus profond en Europe, avec 53 millions de mètres carrés, avec la perspective du Brexit, avec la perspective fantastique du Grand Paris, à mon avis, c'est en France qu'il faut jouer. Il faut aller à l'étranger quand le marché n'est pas suffisamment profond en France ou lorsqu'il est plus rémunérateur qu'en France. Pour moi, c'est le cas sur la santé. Il n'y a que 600 millions d'euros d'EHPAD et de cliniques transactés chaque année. Ce n'est pas suffisant. Il faut appréhender. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'en fait, il y a des grands gérants actuellement qui vont collecter des milliards d'euros avec des milliards d'euros de collecte à investir. Si on veut surperformer le marché, gérer un peu d'alpha, il faut avoir un terrain de jeu plus large. Donc l'Allemagne, par exemple, parce qu'on a vu l'Allemagne, Belgique, Italie, on choisit ces pays, mais pas pour les mêmes types d'actifs immobiliers, c'est ça? Alors l'Allemagne, c'est l'idée que c'est l'économie en Europe la plus robuste. Pour autant, en matière de bureau, moi, ça ne serait pas un choix que je vais privilégier. Pour le résidentiel, c'est un excellent choix. Quand vous regardez les performances, y compris boursières des foncières, elles sont négatives sur les commerces en France, alors que les meilleures performances en matière de foncière, c'est sur le résidentiel en Allemagne avec plus 14% en 2018. Et l'Espagne, la Belgique, l'Italie, là encore, c'est pour quel type d'actifs immobiliers? Alors, sur la Belgique, moi je jouerais la thématique de l'immobilier résidentiel et du commerce qui résiste beaucoup mieux que dans d'autres pays. L'Espagne, c'est un pays quand même à appréhender avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Les taux de rendement à l'acquisition sont identiques à ceux du marché français. Ce que l'on va jouer, c'est l'évolution des loyers, notamment l'évolution des loyers de bureaux. Mais en la matière, rien n'est moins sûr. Il n'y a pas un risque plus important quand on va investir dans l'immobilier à l'étranger? Alors, il n'y a pas de risque plus important dès lors que ce sont des professionnels qui le font. Il faut également regarder que la société de gestion s'appuie en interne ou dans le cadre de partenariats sur des relais locaux, parce qu'en fait, il faut être spécialiste en matière d'immobilier, mais pas simplement de la localisation, du juridique, du fiscal, du notarial. Donc, il y a un peu plus de risques si on n'a pas recours à des professionnels. On n'a pas évoqué ensemble les bureaux. Les bureaux à l'étranger, ça vaut le coup ou pas? Parce qu'on a parlé de santé, on a parlé de résidentiel. J'en ai un peu parlé en vous disant que moi, ma conviction, elle est sur le bureau en Île-de-France. Oui, non, mais à l'étranger, là, pour le coup, en Île-de-France. Voilà. Ouais. Je n'irai pas forcément m'aventurer aujourd'hui en dehors de nos frontières. Pourquoi? Parce que je n'y vois pas un couple rendement-risque-volatilité qui soit suffisant. Ouais. Fiscalement, il y a des opportunités. Enfin, c'est intéressant, c'est opportun fiscalement d'investir dans des SCPI qui ont des actifs immobiliers en dehors de France. Un gros avantage fiscal, c'est le fait qu'il n'y ait pas les prélèvements sociaux sur la quote-part des revenus fonciers qui viennent de l'étranger. C'est quand même 17,2% de plus d'impact.
Et par ailleurs, lorsque l'impôt est payé en Allemagne, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une fiscalité confiscatoire dans un pays d'Europe, vous bénéficiez d'un mécanisme de crédit d'impôt. Bon, on finit là-dessus. On se dit qu'il ne faut pas se louper, notamment sur le pays, sur le secteur. Il y a une vraie expertise pour se lancer là-dessus. Et encore une fois, je pense que la SCPI est le bon moyen d'envisager un investissement pan-européen. Allez, merci Grégory pour ces explications. Bye. Merci. Allez, on vous parle d'immobilier à présent et de cette baisse d'impôt qui est passée relativement inaperçue. Bonjour Alexandre. Bonjour David. Bon, elle concerne les non-résidents. On pose un peu le décor tout de suite. Un non-résident, c'est beaucoup de monde déjà, il faut le dire. Comment on définit un non-résident? Un Français non-résident. C'est quelqu'un qui n'habite pas en France, oui. Par définition. Jusqu'à j'ai suivi. Il y a des critères à respecter. Hein. Ce sont des critères de l'article 4B du CGI qui définit en fonction de son lieu d'implantation, la qualité de résident ou de non-résident fiscal. C'est le nombre de jours passés, c'est ça Non. Pas seulement? Pas seulement, il y a différents critères, lieu effectif, centre des intérêts vitaux, enfin voilà, il y a différents critères qui font qu'à un moment donné, on passe de résident à non-résident. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les revenus qui sont de source française, si on a des actifs qu'on est non-résident, on vit à l'étranger, qu'on a des actifs en France, immobiliers, actions, obligations, placements, les prélèvements sociaux, on y est soumis ou on n'y est pas soumis alors? Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Mais ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de la qualité déjà de non-résident, c'est-à-dire résident et non-résident. Et ensuite, au sein des non-résidents, il y a ceux qui sont dans l'Union européenne, espace économique européen et suisse, et ceux qui n'y sont pas. Ouais. Et ensuite, on va viser la catégorie de revenus, revenus immobiliers ou revenus financiers. Donc, à partir de ces différents arbres décisionnels, on va voir qui est assujetti ou non. Alors, pas de prélèvements sociaux pour qui? Sur les plus-values immobilières, c'est ça? Sur les plus-values immobilières et sur les dividendes, alors si je lis bien le graphe là. Tout ce qui est revenu financier qui est alloué à des non-résidents est par principe exonéré de prélèvements sociaux. Revenus financiers, donc dividendes. Dividendes, taux intérêts, d'intérêt. plus-value, tout ce qui est trait aux revenus financiers. Donc dans le cadre de tout ce qui est mobilier, plus-value ou revenu, ça c'est clair. Pas de prélèvements sociaux, donc Exo. 17,2%. Tout à fait. On est d'accord. Maintenant sur l'immobilier, Alors, sur les revenus fonciers, les plus-values immobilières. Sur les revenus fonciers et plus-value immobilière, il faut distinguer deux catégories. Alors, la CSG-CRDS au taux de 9,7% et puis le prélèvement de En solidarité. fait, on a décomposé, on voit à gauche, 17,2, c'est l'ensemble des contributions sociales. Tout à fait. Ce qu'on appelle les prélèvements sociaux, Mhm. qu'on décompose entre CSG-CRDS 9,7 et prélèvement de solidarité à 7,5. Tout à fait. Deux catégories de fiscalité. Et Donc, 9,7 plus 7,5, ça fait 17,2. Tout à fait. La première partie étant liée, on va dire, au social et la deuxième partie étant liée au Code général des impôts. OK. Donc si je décompose ce que je viens de dire, tous les revenus immobiliers de source française sont exonérés de CSG-CRDS pour les résidents de l'Union européenne, espace économique On ne paye que européen les et 7,5, suisse. mais sur ces revenus fonciers ou plus-values immobilières, on appuie les 9,7%. Exactement. Par contre, le prélèvement de solidarité continue Il est là, à les s'appliquer. 7,5. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est passé inaperçu comme ça? En fait, c'est un feuilleton, hein, cette évolution des prélèvements sociaux. Ça date d'une loi de finances rectificative de 2012 qui a assujetti les non-résidents aux prélèvements sociaux, tous. Ensuite, on a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2015 qui est célèbre, c'est l'arrêt de Ruiter qui est revenu, qui a sanctionné cette loi de finances rectificative de 2012. Mais à juste titre d'ailleurs, quand on est non-résident, pourquoi est-ce qu'on cotiserait, qu'on n'est pas inscrit à la Sécu, c'est ça en France? Pourquoi est-ce qu'on cotiserait en même temps? Bah, l'idée, c'est d'éviter d'être affilié à deux régimes de protection sociale à travers des cotisations sur des revenus patrimoniaux. C'est ça l'idée. Ensuite, suite à cet arrêt de jurisprudence, on a la loi de financement sur la sécurité sociale de 2016 qui réassujettit ces revenus immobiliers aux prélèvements sociaux. Et enfin, un arrêt de 2018 qui vient sanctionner cette loi de finances avec une transposition au sein des lois de finances de 2019. Dit qu'il n'y aura pas un nouvel arrêt qui va dire le contraire A priori, c'est acté, tranché, on est en adéquation avec la réglementation européenne. Il n'y aura plus de modification. Bon, dernière question, Alexandre. Ça concerne beaucoup de monde, cette économie d'impôt. Enfin, si on peut appeler ça impôt, entre guillemets. Hein. Oui, ça concerne de plus en plus de monde. En fait, on est dans un contexte d'internationalisation de la gestion de patrimoine, avec des successions internationales, des biens à hériter avec des personnes qui résident dans différents pays. Et je peux avoir un parent qui a acheté des parts, par exemple, de SCPI ou des biens immobiliers en France, et moi, je suis résident dans un pays étranger. À partir de ce moment-là, je vais hériter de loyers qui vont être à percevoir alors que je suis non-résident. Donc voilà, c'est de plus en plus
en phase de démocratisation ce type de problématique. Voilà, c'est passé un peu sous le radar, mais nous, on voulait vous en parler dans CQFD avec Alexandre. Merci beaucoup. Merci David, à bientôt. Quand on se retrouve dans cette situation où on doit gérer le patrimoine d'un proche sous tutelle, on est souvent démuni. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. C'est vraiment le cas de beaucoup de personnes que vous avez rencontrées. On a des chiffres d'ailleurs sur les personnes qui sont sous tutelle en France. Alors on a beaucoup de chiffres effectivement. C'est vrai que lorsqu'on devient le représentant légal d'un majeur protégé, donc qui bénéficie d'un régime de protection juridique, on devient responsable de la gestion de son patrimoine qu'on va devoir sécuriser, protéger, valoriser. Ça signifie qu'il faut savoir décoder les textes de loi, connaître les démarches à entreprendre, faire des requêtes auprès du juge des tutelles, donc c'est pas simple. Et pour répondre à votre question, c'est aujourd'hui à peu près 850 000 personnes en France. C'est un chiffre en croissance, bien sûr, du fait de l'allongement de la durée de vie moyenne, mais c'est surtout qu'au rythme actuel, on parle d'un doublement de ce chiffre d'ici 2040. Donc il y a de vrais enjeux patrimoniaux. Ouais. Il faut expliquer, il y a plusieurs degrés de protection d'un majeur. On pense souvent à la tutelle, mais ce n'est pas la seule chose. Non, effectivement, il y a trois niveaux. La sauvegarde de justice, qui est le niveau de protection le plus léger. Alors là, c'est souvent temporaire. La personne conserve la capacité juridique et peut réaliser tous les actes de la vie civile de manière autonome. La curatelle, où là, il est accompagné d'un curateur. Tout se fait sous la double signature. Et puis la tutelle, effectivement, vous le disiez, qui est le niveau de protection le plus élevé, où là, la personne a besoin d'être représentée de manière quasi continue pour tous les actes de la vie civile. Ouais. Avec l'idée derrière qu'il y a pour le représentant légal, le tuteur, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Le tuteur, le représentant légal, c'est ça. Du majeur protégé, il a des comptes à rendre. Alors, il a des comptes à rendre et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Qu'il fasse des actes d'administration, c'est la dépense courante, l'utilisation du chéquier, ou des actes de disposition pour lesquels il va avoir besoin de l'accord du juge des tutelles, et notamment pour la souscription de déplacement, il aura des comptes à rendre à un conseil de famille ou au juge des tutelles. Et il peut y avoir d'ailleurs des poursuites judiciaires en cas de manquement. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que comme il a des comptes à rendre, il prend le minimum de risque. À sa place, on ferait sûrement pareil, mais parfois au détriment de, on va dire, la protection du pouvoir d'achat, c'est ça, de la personne qui est sous tutelle. Alors, c'est le risque. Oui, alors oui et non. Je dirais qu'il y a aussi probablement la méconnaissance du champ des possibles. Là où la loi parle d'une gestion qui doit être prudente, diligente et avisée, mais sans donner de solution autorisée ou non. Bon, dans les faits, effectivement, on retrouve des comptes courants très garnis ou des investissements sur des livrets. Ouais. Et donc tout ça est évidemment ultra sécurisé, mais pas toujours ce qu'il y a de plus judicieux, c'est ça qu'il faut retenir? Oui, alors sécurisé incontestablement, judicieux probablement non, en tout cas sur la totalité des actifs, puisque un livret A à 0,75, des livrets bancaires à 0,2, 0,3, on est bien inférieur au taux de l'inflation, donc on dégrade la valeur, c'est sûr qu'il y a une perte de pouvoir d'achat. Et on peut vraiment allier prudence, performance, sécurité, c'est vraiment possible? Alors oui, un certain nombre de solutions existent. Alors je vais parler de l'assurance vie, le couteau suisse de l'épargne française. Et là, vous avez des contrats dédiés aux majeurs protégés qui vous permettent d'augmenter la part de fonds euros jusqu'à 100% parfois. Vous avez également le dispositif épargne handicap qui s'adresse aux personnes pour lesquelles le handicap ne permet pas d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Et à ce moment-là, vous avez une réduction d'impôt de 25% de vos versements à l'entrée. Alors il y a des plafonds à 1 525 € par mois. Et puis également sur ces contrats épargne handicap, les prélèvements sociaux ne sont pas pris chaque année lors de l'inscription en compte des intérêts, mais uniquement en cas de rachats totaux ou partiels. La possibilité aussi d'opter pour des unités de compte alors plutôt défensives, auxquelles on peut ajouter des options de gestion, comme la sécurisation des plus-values. Et puis peut-être je peux finir par l'immobilier, parce que l'immobilier c'est une classe d'actifs qui peut être pertinente pour un majeur protégé. Et là, on va plutôt privilégier des solutions en SCPI pour la mutualisation du risque, l'absence de gestion, le rendement pérenne. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quasiment tout est investi. Encore une fois, tous les actifs de la personne qui est sous tutelle, tous les actifs sont investis globalement en livret bancaire. C'est ça la réalité? Alors c'est ça. Alors que beaucoup de solutions existent. Alors, je parlais de l'assurance vie, de l'immobilier. On peut un peu tout faire, hein. Il n'y a aucune interdiction. Je peux d'ailleurs prendre un exemple, David, d'une allocation qu'on a préconisée il y a peu de temps pour une personne qui était une personne âgée qui avait un actif immobilier et qui avait un besoin de trésorerie. On lui a conseillé la vente de son bien, alors ça a été autorisé par le juge des tutelles. Et puis on a créé 3 poches,
une poche de liquidité justement pour faire face aux dépenses courantes. Et là, ça a été investi en livret bancaire. Une poche en assurance vie, on avait une allocation d'actifs qui était de 80-20. Et une poche 80% de fonds en euros. Absolument. Et 20% sur des unités de compte défensives. Et puis, on a créé une poche de SCPI justement destinée à avoir des revenus complémentaires. Et ça, c'était en vue d'une entrée prochaine dans une résidence médicalisée. Allez, merci pour ces explications. Un point de vue signé Emmanuel Favergent. Merci. Merci David.